Bonjour, je m'appelle Jacques Gauthier, je suis enseignant-chercheur en géovisualisation dans l'équipe GéoVis du laboratoire LASTIC de l'Institut géographique national et à l'École nationale des sciences géographiques. Et je travaille sur des problématiques de visualisation de données climatiques et de données spatio-temporelles. Bonjour, je suis Maria Jesus Lobo, chercheuse à l'équipe GeoVisualistique. Je m'intéresse aux problématiques liées aux transitions entre des visualisations hétérogènes, comme par exemple des visualisations 2D et 3D, et à la visualisation des données urbaines en réalité augmentée. Avec Jacques Gauthier, on va vous présenter des travaux réalisés dans le cadre du projet Covisu, qui vise à proposer des visualisations spatio-temporelles pour des données liées au Covid-19. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, nous avons pu voir apparaître de nombreux environnements proposant une visualisation de données liées à l'épidémie. Les données représentées sont le plus souvent des séries temporelles reliées à des entités spatiales, telles que des données sur le nombre de nouveaux cas par pays ou région à différents pas de temps. Beaucoup de ces visualisations se présentent sous la forme d'environnements à multifenêtrage, aussi appelés dashboards. Ils offrent un degré plus ou moins élevé de possibilités d'interaction et combinent des représentations cartographiques 2D synchronisées à différents types de diagrammes temporels. La plupart de ces environnements permettent de visualiser la distribution spatiale de données liées au Covid-19 pour un instant temporel donné au moyen de représentations cartographiques 2D, telles que le nombre de décès par pays le 20 janvier 2021, ou une évolution temporelle globale ou selon différentes régions ou pays, telles que l'évolution du nombre de vaccinations par pays. Afin de supporter l'analyse des dynamiques spatio-temporelles de l'épidémie de Covid-19, nous avons cherché, dans le cadre du projet Covisu, à proposer des représentations graphiques de données spatio-temporelles liées au Covid-19 qui permettraient, dans de tels environnements de visualisation, d'identifier visuellement des structures spatio-temporelles telles que des clusters, des axes de propagation ou des tendances spatialement localisées dans l'évolution de l'épidémie. Il existe majoritairement 5 approches pour visualiser l'information spatio-temporelle. La représentation d'une temporalité telle que le moment d'apparition ou la durée d'un événement au moyen d'une variable visuelle comme la couleur. L'utilisation de small multiples présentant une collection de représentations cartographiques, chacune correspondant à un instant temporel différent. L'intégration de diagrammes dans des représentations cartographiques 2D, représentant l'évolution temporelle de données rattachées à des entités spatiales. L'utilisation du cube spatio-temporel, représentant le temps par un troisième axe spatial dans une représentation 3D. Et l'utilisation de l'animation pour représenter l'évolution du temps. Parmi ces différentes approches, l'utilisation de small multiples ou de diagrammes intégrés dans la carte peut être problématique en raison de la difficulté de lecture dans le cas d'un nombre élevé de représentations cartographiques ou de diagrammes. L'animation, quant à elle, peut être difficile à utiliser pour l'analyse visuelle des données, à cause du problème de mémorisation des différentes séquences de l'animation par l'utilisateur. Pour ces raisons, nous nous sommes concentrés sur les approches utilisant une représentation des temporalités par des variables visuelles et sur l'utilisation de cubes spatio-temporels. Une approche de l'utilisation de variables visuelles pour la représentation de temporalité peut être l'utilisation de la couleur pour la représentation du moment d'apparition d'événements spatio-temporels. Selon la structure du temps représentée, une variation de la valeur ou de la teinte de la couleur peut être utilisée. Une variation de valeur peut ainsi représenter l'évolution linéaire du temps, en représentant les événements les plus anciens par une couleur claire et les événements les plus récents par une couleur sombre. Une variation de teinte peut être utilisée pour représenter l'évolution cyclique du temps, en représentant les saisons ou les mois d'une année par différentes teintes. Une approche nommée Growth-Ring Map propose de combiner cette utilisation des variables visuelles avec une représentation agrégée de données événementielles et l'utilisation d'un style particulier pour la représentation des agrégats d'événements. Un événement est ici représenté par un pixel, la teinte et la valeur de la couleur du pixel représentant respectivement sa saison et son année d'apparition. Les pixels représentant des événements spatialement proches forment des agrégats de pixels, et les pixels partageant la même couleur au sein de ces agrégats
sont réorganisés de manière à former des cercles concentriques de même teinte et de même valeur, dont l'aire représente le nombre d'événements apparaissant au même moment. Cette représentation permet alors d'identifier des clusters, donc des concentrations spatiales d'événements apparaissant au même moment, en observant des agrégats présentant une forte proportion d'une seule couleur. Ici, les événements concentrés près du point D apparaissent majoritairement en automne 2007, et les événements concentrés près du point A apparaissent majoritairement en hiver. Le cube spatio-temporel se base dans une représentation en 3 dimensions pour représenter les composantes spatiales et temporelles d'un jeu de données. Ici, on a un exemple qui montre des tremblements de terre en Turquie. Lorsqu'on utilise un cube spatio-temporel, on utilise la 3e dimension pour représenter le temps. Cela permet de visualiser les composantes x, y et temporelles d'un événement. Les cubes spatio-temporels ont été utilisés pour visualiser des données variées, par exemple des maladies, des phénomènes naturels et des trajectoires. Par exemple, le logiciel GeoTime permet ici de visualiser des trajectoires. Différents encodages sont possibles pour représenter des événements dans un cube spatio-temporel. Par exemple, à gauche, des colonnes représentent l'évolution du nombre de morts dus au Covid par ville aux États-Unis à travers la couleur des cylindres 3D. À droite, une hélice est utilisée pour montrer l'évolution du trafic dans le métro de New York à travers le jour de la semaine et du temps. Des travaux existants suggèrent que combiner des vues 2D et 3D peut faciliter la détection des structures spatio-temporelles. On propose donc d'utiliser 2 vues en parallèle, une basée sur les Growth Ring Map et une autre sur les cubes spatio-temporels, afin de visualiser des données précises des cas du Covid-19. Ces visualisations doivent permettre d'un côté l'exploration des données des cas de Covid-19 à différentes échelles spatiales et temporelles, et d'un autre côté l'identification des structures temporelles, comme des clusters, des axes de propagation et des tendances localisées. Les données relatives aux positions et dates des cas de Covid-19 ne nous étant pas disponibles, nous avons synthétisé des données événementielles pour notre cas d'étude. Afin de générer des structures similaires à celles habituellement présentes dans les données épidémiques, nous définissons les critères suivants pour générer un jeu de données événementiel où chaque événement représente un nouveau cas. Au début de l'épidémie, la position de chaque cas est aléatoire. Chaque cas reste actif pendant un nombre de jours fixe, les critères pour définir ce nombre de jours étant basés sur les informations données par le ministère de la Santé. Tant qu'un cas est actif, de nouveaux cas peuvent apparaître dans son voisinage, avec une plus forte probabilité qu'ils apparaissent dans son voisinage proche. Un cas inactif n'a pas d'impact sur les nouveaux événements. Enfin, chaque cas a une probabilité fixe et constante de générer de nouveaux cas, cette probabilité ayant été définie empiriquement. Le taux de reproduction R0 correspondant à notre jeu de données est de 1,4. À titre de comparaison, une telle valeur pour le taux de reproduction a été atteinte en France le 13 octobre 2020, durant la seconde vague. À l'instar de l'approche proposée par Growth Ring Map, nous utilisons une échelle de couleurs pour représenter le moment d'apparition de nos événements. Nous ne nous intéressons pas ici à l'identification de structures reliées à l'aspect cyclique du temps, telles que l'apparition d'événements selon une échelle cyclique dans une même zone de l'espace. Nous pouvons donc utiliser une variation à la fois de la teinte et de la valeur de la couleur pour représenter l'évolution linéaire du temps. Nous utilisons donc une échelle de couleurs séquentielle à 2 teintes, de manière à aider l'utilisateur à distinguer les événements anciens des événements récents. Les différentes couleurs de cette échelle peuvent être utilisées pour représenter des intervalles de temps, réguliers ou non, divisant une étendue temporelle plus ou moins grande. Un événement est représenté par une entité ponctuelle, dont la couleur représente le moment d'apparition de l'événement. Les événements spatialement proches sont agrégés et représentés par des entités ponctuelles dont l'aire représente le nombre d'événements agrégés. Cette entité est composée d'anneaux concentriques entourant un point central. L'aire du point est l'aire de chaque anneau représentant la proportion des événements de chaque classe temporelle au sein de l'agrégat. Le point central représente les événements agrégés les plus anciens, tandis que l'anneau extérieur représente les événements les plus récents.
Cette approche nous permet de représenter graphiquement la distribution spatio-temporelle des événements dans une représentation cartographique 2D. Pour améliorer la distinction entre les différentes classes temporelles, nous proposons également de représenter le moment d'apparition des événements par une échelle de couleurs divergente, comme par exemple une échelle de couleurs divergente allant du rouge pour les événements les plus anciens au bleu pour les événements les plus récents. Notre deuxième visualisation se base dans le cube spatio-temporel. On représente donc la latitude et la longitude des cas dans un plan et le moment d'apparition des cas verticalement. Ici, on a une vue de haut et une vue horizontale de tous les cas considérés. Le grand nombre de cas considérés produit de l'occlusion dans la visualisation. Afin de résoudre en partie ce problème, on propose d'agréger les données en hexagones réguliers. Voici la visualisation résultante. Pour chaque région hexagonale, on a une série d'hexagones empilés. En plus d'agréger spatialement, on agrège les données des jours consécutifs. On a donc une série de volumes, dont l'aire est proportionnel au nombre de cas dans cet hexagone, et l'auteur représente le nombre de jours utilisés dans l'agrégation. Afin de permettre une exploration interactive, la résolution de la grille hexagonale et le nombre de jours dépendent de la proximité de la caméra à la visualisation, de manière à permettre à l'utilisateur d'avoir une vue globale et une vue détaillée. Voici les 3 niveaux d'agrégation utilisés. Par ailleurs, l'utilisateur peut aussi modifier l'échelle verticale. Voici 2 exemples avec des échelles temporelles différentes. Voici une vidéo de la visualisation. L'utilisateur peut bouger la caméra et s'approcher de la visualisation. En s'approchant ou en s'éloignant, le niveau d'agrégation va changer. Il peut aussi sélectionner une région pour la regarder en détail, ce qui va rendre les autres semi-transparentes pour réduire l'occlusion. L'utilisation de notre représentation en Growth Ring Map sur nos données synthétiques nous a permis d'identifier des clusters spatio-temporels et des axes de propagation de l'épidémie. L'utilisation d'une échelle de couleurs divergente nous a notamment permis de distinguer des concentrations spatio-temporelles d'événements correspondant aux phases anciennes, intermédiaires et récentes des étendues temporelles représentées. La représentation du moment d'apparition des événements sur toute l'étendue temporelle de nos données, par une échelle divergente allant du rouge vers le bleu, nous a ainsi permis d'identifier la localisation des premières concentrations de cas en repérant les entités présentant une plus forte proportion de couleur rouge. Puis, nous avons été en mesure d'identifier les secondes concentrations de cas en repérant les entités présentant une plus forte proportion de couleur blanche, puis des concentrations de cas les plus récentes en repérant les entités présentant une forte proportion de couleur bleue. L'identification de ces clusters chronologiquement ordonnés permet alors d'en extraire des axes de propagation de l'épidémie. L'exploration des données selon différentes échelles temporelles est permise par la modification dynamique de l'étendue temporelle représentée et de l'échelle de couleurs utilisée. Cette exploration des données selon différentes échelles temporelles permet par exemple de distinguer des clusters de niveau inférieur au sein de clusters déjà identifiés ou d'en identifier de nouveaux. L'exploration des données selon différentes échelles spatiales est permise par des outils de zoom et une agrégation des événements effectués à la volée selon la proximité graphique des entités correspondantes à l'écran selon l'échelle spatiale choisie. L'utilisateur peut également modifier dynamiquement la distance graphique en deçà de laquelle 2 entités sont agrégées et la taille des entités représentant événements et agrégats d'événements. L'exploration des données selon différentes échelles spatiales permet à l'utilisateur, par exemple, d'identifier un cluster spatio-temporel lors d'une première vue d'ensemble sur les données, puis de zoomer sur celui-ci afin de déterminer l'étendue spatiale du cluster identifié. Lors de notre analyse des données, on a remarqué que le cube spatio-temporel est moins approprié que le Growth Ring Map pour explorer des tendances globales, puisque trouver des clusters dans une visualisation 2D est plus facile que les trouver dans une scène 3D.
Cependant, on peut faire l'hypothèse que le cube spatio-temporel sera plus efficace pour explorer une région en détail que le Growth Ring Map, puisque comparer des hexagones alignés sera plus facile que comparer les couleurs des arcs de cercle. De plus, la sélection permet d'explorer les régions une par une. Par exemple, ici l'utilisateur sélectionne d'abord une région où la propagation a commencé tôt en utilisant une vue horizontale, et peut regarder les valeurs temporelles en détail. Puis, il peut sélectionner une région où la propagation a commencé plus tard. Notre approche présente plusieurs limitations. D'abord, on a utilisé des données synthétiques parce qu'on n'avait pas accès aux vraies données. D'autres tests avec des données plus réalistes seraient intéressants pour tester les visualisations. Cependant, on pense que l'utilisation de ces données synthétiques permet déjà de voir le potentiel de ces visualisations. Puis, on n'a pas encore fait d'évaluation avec des utilisateurs, ce qui est nécessaire pour vraiment évaluer nos visualisations. Cependant, nos tests internes montrent déjà plusieurs pistes d'amélioration, et on prévoit de faire ce genre d'évaluation plus tard. Finalement, on a testé qu'un sous-ensemble des choix concernant le design, la technique d'interaction de visualisation et les méthodes d'agrégation. On prévoit de faire d'autres tests avec d'autres designs et méthodes d'agrégation, par exemple des méthodes pour réduire l'occlusion au lieu de regrouper les éléments proches spatialement. On a présenté deux visualisations, une basée sur le Growth Ring Map et une autre basée sur le cube spatio-temporel, pour l'identification des structures spatio-temporelles dans des données COVID-19. Une analyse des données synthétiques préliminaires suggère que le Growth Ring Map est plus approprié pour détecter des clusters et des axes de propagation, et le cube spatio-temporel est plus approprié pour étudier l'évolution régionale. Comme travaux futurs, on prévoit de faire des évaluations avec des utilisateurs et d'étudier comment combiner les deux visualisations dans un même environnement. Par exemple, comment passer de l'une à l'autre de manière interactive pour profiter des avantages de chacune.